Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, oui, cadre différent, voilà. C'est un choix commun, n'est-ce pas? Non, en fait, Vincent a repris un petit peu les jeux sur PS4 et du coup là il part bosser mais pas avant la fin de la journée. Donc on a un petit peu de temps libre chacun de notre côté, Alice est couchée, moi j'avais envie de faire cette vidéo des renardises aujourd'hui et Vincent avait envie de jouer et je le voyais en fait en train de débrancher tout son barda à la PS4 et tout machin pour venir tout installer dans la chambre et je le regardais et je disais mais tu veux pas rester au salon en fait? Putain oui mais toi tu veux faire une vidéo et tout, oui mais bon, au pire j'ai qu'un trépied puis une caméra à transporter donc c'est pas la même. Donc voilà, je lui ai proposé qu'on échange nos places pour cette fois et que je prenne la chambre. Voilà. En plus je me suis dit ça va, c'est pour une vidéo renardise, c'est pas une vidéo franchement où j'ai besoin d'être devant la bibliothèque. J'aime bien ce coin pour faire mes vidéos devant la biblio parce que c'est mon petit coin à moi. Mais bon voilà, hein. On arrive donc bientôt à l'automne. Alléluia. Voilà. La meuf n'en peut plus. Non ça va, je sais pas vous de votre côté, je sais que pour certains ça a été très dur l'été. Moi bizarrement ça a été moins dur que l'année passée. Il me semblait que été 2018 il avait vraiment fait très chaud pendant assez longtemps. Et là, été 2019, on a eu des pics de canicule à certains moments, mais pas trop longs. C'était genre une semaine ici et une semaine là. Donc ça va. La plupart vous le connaissez déjà, la vidéo des renardises arrive à chaque changement de saison. Pour ceux qui débarquent, je vous explique très rapidement. C'est une vidéo hors livre que je fais 4 fois par année. Dès qu'on change de saison, je parle de mes favoris de la saison précédente. Donc là, en l'occurrence, ce sera l'été 2019. Les petits trucs que j'ai appréciés, les séries que j'ai regardées, les films. Et à la fin de la vidéo, en général, j'aime bien aborder un sujet qui a rien à voir forcément avec des favoris, mais c'est plutôt un sujet de réflexion. Ou alors je vous parle d'un événement qui a été marquant pour moi, etc. Et on en discute après dans les commentaires et depuis que j'ai instauré ça, depuis que j'ai abordé certains sujets, j'ai trouvé les échanges en commentaire juste géniaux, donc je suis super contente d'avoir voilà, intégré ces petits sujets un peu variés dans les renardises. Et là comme par hasard, j'ai rien préparé. Je vais vous parler de séries d'abord, peut-être que ça résonne un peu plus ici en fait, je me rends compte. C'est vrai qu'il y a moins de meubles dans la chambre à coucher que autour de la bibliothèque. Mais bon, hein, vous vous en accommoderez pour cette fois, c'est pas la fin du monde. En série, se sont arrêtés Jane the Virgin et Orange is the New Black, deux séries que j'affectionnais vraiment énormément. Pour Jane, je vais d'abord parler de Jane the Virgin, j'étais un peu comme ça, on va dire, parce que j'avais énormément d'attentes sur cette dernière saison, forcément c'est la dernière. J'ai à la fois aimé certains passages, certaines interactions entre les personnages, et il y a d'autres moments où je trouvais soit que c'était de trop, oui parce que même Jane peut aller dans le trop, le but même de la série c'est d'en faire trop, vous me direz, le truc est au millième degré, mais je trouvais que là il y avait certains trucs où c'était pas du vrai Jane en fait, j'étais un petit peu, voilà, c'était pas comme d'habitude, mais globalement, on va dire que j'ai bien aimé cette saison 5. Le dernier épisode était très émouvant, je m'attendais à tellement plus spectaculaire en fait, que je pense que j'ai été quand même un tout petit peu déçue. Il y a eu 2-3 clins d'œil que j'ai trouvé géniaux à part ça, vraiment genre la boucle est bouclée et je trouvais ça exceptionnel comme c'était mis en place, ça j'ai vraiment adoré. Donc non, contente, franchement contente, et pour moi je pense que Jane fera partie des séries vers lesquelles je reviendrai avec grand plaisir. Typiquement quand on a un coup de mou, quand on se sent un petit peu moins bien, je me vois carrément me remettre une saison au bol de Jane. Et pour Orange is the New Black, donc pour moi c'était aussi une grosse attente cette fin de série. J'avais eu beaucoup de peine avec la 2 et la 3, je dirais que c'était mes deux saisons que j'avais le moins préférées, mais tout le monde en parlait tellement de cette série que j'avais continué, j'étais passée à... Voilà, j'avais traversé la 2 et la 3, et je trouvais que dès qu'on arrivait dans la 4, 5, 6, vraiment ça montait crescendo, et j'ai vraiment beaucoup aimé les dernières saisons, plus que les premières. Après là encore une fois c'est dire au revoir à des personnages, on voit des personnages sous différents angles, donc ça j'ai trouvé que c'était super intéressant, sans forcément tout vous spoiler. J'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé que cette dernière saison était... elle est à la fois dure, elle est à la fois... violente dans ce que nous a toujours proposé Orange il me semble, et il y a des sujets d'actualité qui ont été traités dans cette dernière saison que j'ai trouvé très importants. Pour moi c'est une série qui pointe certaines choses du doigt et je la trouve très intéressante, très importante à ce niveau-là. Les actrices sont bonnes, beaucoup de gens disent ouais mais on n'aime pas suivre parce que Piper ci, Piper ça, donc Piper c'est le personnage principal à la base, et je suis assez d'accord avec vous, hein. Piper moi je l'apprécie pas spécialement, mais au final il y a tellement d'autres personnages que moi je m'attache aux autres. Enfin, j'adore tellement d'autres personnages que Piper, au final,
J'y suis allée de ma petite larme à la fin parce que bah voilà, c'est quand même la fin de cette série. Il y a eu des moments horribles et il y a eu aussi des moments drôles. Les 4 prochaines séries, je vais pas trop entrer dans les détails, c'est des séries qui sont pas terminées, qui ont eu une nouvelle saison et qui m'ont laissé un petit peu mitigée. En général, je préfère vous parler des choses que j'ai vraiment aimées, mais je sais qu'on va probablement me poser la question de savoir si j'ai vu ces saisons. Donc comme ça répond vite à la question. Il s'agit de Big Little Lies, saison 2. Il y a eu Les 100, saison 6. Avant-dernière saison d'ailleurs. Il y a eu 13 raisons, 3ème saison. On sait pas encore trop pourquoi elle est là, mais enfin bref. Et il y a eu aussi Stranger Things, saison 3 également. Bien dans l'ensemble, je peux pas dire que j'ai pas aimé ces saisons, j'ai passé des bons moments en les regardant, que ce soit les personnages, les acteurs, les histoires, des fois aussi souvent les messages qu'ils veulent faire passer, qu'ils veulent défendre. Je trouve vraiment que c'est intéressant, mais je trouve pas forcément que c'est nécessaire. Je trouve que des fois c'est trop long, ça va trop loin, et peut-être qu'on aurait dû s'arrêter avant. Voilà, c'est un peu le genre de plaisir coupable où vous savez que vous avez envie de continuer de regarder parce que vous êtes attaché à ces personnages-là, mais en même temps, si ça s'était arrêté la saison d'avant, ça vous aurait pas dérangé non plus, quoi, on va dire, ça vous aurait pas manqué de fou, quoi. Je tenais quand même juste à revenir sur la 3ème saison de 13 raisons, que j'ai donc aimé pour certains aspects, j'ai pas trop compris pourquoi il l'avait faite pour d'autres. Il y a une chose que j'avais envie de souligner par rapport à cette saison qui m'a vraiment marquée dans cette saison et que j'ai trouvé très importante. Il y a plein de choses importantes dans cette 3ème saison, mais celle-ci j'avais envie de revenir dessus. Ça m'a marqué en fait au moment où j'ai regardé la série, de voir autant de personnages masculins, il y en a beaucoup quand même dans 13 raisons, il y a plus beaucoup de filles, on suit quand même beaucoup des garçons, et de voir autant de garçons émotifs, pleurer, ne pas être sûr d'eux, et de le montrer en fait au niveau des émotions. J'ai trouvé que c'était un super exemple au niveau du jeu des acteurs, au niveau du scénario en fait, de montrer des personnages comme ça. Je trouvais ça vraiment intelligent parce que souvent on dit oui, quand t'es un garçon faut pas pleurer, pleurer c'est pour les filles, mais t'es quoi, t'es une mauviette, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui doit s'arrêter, ça, dans les idées reçues. Il y a plein de choses qui doivent s'arrêter, mais je peux pas parler de tout non plus, donc voilà, j'avais envie de revenir là-dessus. C'était jamais trop, on sentait vraiment que ça allait avec le personnage et que ben là il craque, et puis ben il peut pas faire autrement en fait. Ça fait pas de lui, je sais pas, un sous-homme ou que sais-je, enfin bref, certains ont trouvé certainement plein de qualificatifs. J'avais envie de revenir là-dessus parce que je trouvais que c'était important qu'une série comme celle-ci, qui est quand même je pense pas mal regardée par les adolescents, je sais pas, je suis plus ado donc je peux pas vous dire, mais je pense que moi à l'adolescence j'aurais adoré cette série typiquement, et de voir des personnages comme ceux-ci, ça peut peut-être faire un peu de bien justement, parce que se dire ouais ben moi aussi des fois en fait je suis un mec et j'aimerais bien craquer et pleurer un coup, mais en fait je le fais pas parce que j'ai pas envie de passer pour je sais pas un mec fragile ou un mec que sais-je. Ben voilà, je trouve que c'est cool qu'il l'ait mis là dans la série. Voilà, c'était la seule parenthèse que je voulais faire là-dessus. Au niveau des films, je vous parlerai d'un film qu'on a été voir au cinéma et qui m'a vraiment énormément plu. Je m'attendais pas à grand chose, j'avais vu presque aucune bande-annonce je crois, et c'était Spider-Man Far From Home, donc juste avant qu'il y ait ce gros pétage de câble entre Sony, Disney, Marvel, tout ça. Donc je sais pas trop ce que ça va donner pour la suite, le futur de Spider-Man, mais moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. J'ai adoré le Peter Parker, j'aime beaucoup Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, je trouve que c'est pour moi un des mieux. Voilà, je sais que ça se discute, il y a un petit peu des teams pour les 3 acteurs, mais moi en tout cas j'avoue que celui-ci je le trouve super crédible. J'aime beaucoup Zendaya aussi dans son rôle, et je pense que pourtant c'était un des films Marvel de l'année, avec Ant-Man and the Wasp, que j'attendais le moins. J'étais vraiment à fond sur Captain Marvel et sur Avengers Endgame. Du coup, quand j'ai vu que Spider-Man sortait presque juste après, j'ai fait oui, bon, on verra si on a le temps. Et puis en fait, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le film de l'été, pour moi, ça a été clairement celui-ci, je l'avais pas encore vu. Vous connaissez probablement le film Mamma Mia. Pour moi, c'est un de mes films de l'été par excellence, j'adore ce film. Et ils ont fait Mamma Mia 2, qui est sorti l'année passée, je crois, ou l'année d'avant, au cinéma, et bref, j'avais pas été le voir, ni rien du tout. Et là, je me suis dit, ben tiens, je me le ferais bien cet été, vu que de toute façon, chaque été, je me fais Mamma Mia, autant regarder le 2 dans la foulée, quoi. Mon Dieu, mais j'ai tellement aimé ce film. J'ai tellement pleuré de joie, de tristesse, de tout ce que tu veux, d'émotion et tout. J'ai rigolé, j'ai chanté. Pour moi, c'est un concentré de tout ce que j'aime dans les films musicaux, quoi. Vraiment. J'aime beaucoup les chansons d'ABBA. Je trouve que ce 2 connecte énormément de choses, que ce soit les relations mère-fille, les relations amoureuses, les relations amicales, la prise d'indépendance. Enfin, il y a vraiment
plein de beaux messages, et en même temps c'est joyeux, et en même temps il y a des moments des fois un peu plus tristes, et bref, c'était trop bien. Voilà, si vous avez l'occasion de le voir, comme que ce soit le 1 ou le 2 d'ailleurs, regardez les deux, ils sont trop bien. Et le dernier film dont je vais vous parler, et là encore une fois j'arrive après tout le monde, ça j'ai l'habitude, c'est comme ça, voilà. J'avais pas lu le bouquin, le film me faisait envie sans plus, puis je suis arrivée dans la période de l'année, en général vers fin août, début septembre, je suis en mode c'est la rentrée. Ok, je vais plus à l'école, mais j'ai envie de regarder des films qui se passent à l'école, donc je ressors tout mon attirail de films pour ados, de films, on passe de Lolita malgré moi à Juno, enfin bref, j'adore ce genre de films-là, les teen movies en général, il y en a des plus difficiles que d'autres, et cette année j'en ai regardé un nouveau que je n'avais jamais vu, il s'agit de Love, Simon. Enfin, je l'aurais enfin vu, je pourrais enfin comprendre ce que les gens voulaient dire avec ce film, et il m'a fait aussi tellement de bien, enfin ça a été un peu comme Mamma Mia 2 quoi, enfin c'est... J'ai vu passer plein de messages avant même de voir le film en fait qui disaient que c'était trop utopique, que les coming out ça se passait jamais comme ça, etc. Simon est gay, il ne sait pas, il est pas encore sûr de vouloir faire son coming out, il va commencer à parler par mail avec un élève de son école, mais personne ne sait qui ils sont en fait, donc ils utilisent des pseudonymes pour se parler, et du coup après ça, Simon essaye un petit peu de détecter tous les garçons de son école pour savoir si ça pourrait être lui ou lui son correspondant secret. Je suis moi-même hétéro, donc je peux pas juger si pour le point de vue des homosexuels ou de la communauté LGBT+, c'est bien, c'est cohérent, enfin bref, j'en sais rien. Mais moi, de mon point de vue, de mon côté personnel, j'ai passé un super moment face à ce film. Je me suis marrée, j'ai trouvé que ça faisait du bien, que c'était positif, et peut-être que montrer qu'il y a des trucs positifs qui peuvent se passer dans la vie, ça peut amener vers le positif. Pour moi, le positif attire le positif, j'ai envie d'y croire. Vous me direz peut-être le contraire dans les commentaires, j'en sais rien. Mais moi en tout cas, ce film m'a fait énormément de bien. Voilà pour cette partie film et série, comme toujours, je vous laisse tous les titres en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous avez envie de les rajouter à votre liste. Je réfléchis de quoi je vais vous parler d'abord. Je vais vous parler d'abord d'été froid, d'été froid maison. Me semble en avoir déjà parlé l'année passée, mais bref, je pense que je vais en reparler cette année parce que ça a fait toute une histoire sur Instagram. Sur Instagram, j'ai parlé cet été de mes thés froids maison. Enfin voilà, genre c'était la canicule, il faisait très chaud, et j'ai simplement pris en photo, je sais plus comment, le pichet que j'étais en train de faire, la carafe de thé froid que j'étais en train de me faire. Et là, une vague insubmersible de messages m'est arrivée dessus. Mais comment tu fais? Mais c'est incroyable, mais quelle est cette magie? Bon là je vais vous en présenter 3 que j'ai reçus à mon anniversaire. C'est pas spécialement fait pour du thé froid à la base, c'est plutôt chaud, mais moi je trouve qu'il passe super bien en froid. Donc là j'ai choisi de vous présenter, j'ai Jardin Romantique, j'ai Jardin Andalou, et j'ai Jardin Tropical de Palais d'été. Donc ce que je fais pour mon thé froid maison, le secret absolu, le truc qu'il ne faut surtout pas louper, et je vous rassure c'est un truc méga simple, qu'importe le thé que vous utilisez, du thé noir, du thé vert, du thé blanc, enfin je bois pas de thé blanc donc je peux pas m'avancer trop, mais je pense que ça doit être un peu partout pareil, des infusions, des tisanes, qu'importe ce que vous utilisez comme genre, faites-le infuser à froid. Donc dans l'eau froide. On croit toujours que un thé ça va infuser que dans de l'eau chaude. Ça va très vite dans l'eau chaude et ça libère en fait un truc qu'on aime peut-être chaud, c'est l'amertume. Quand vous le faites infuser à froid, l'amertume ne se déclenche pas, l'amertume ne se diffuse pas. Et du coup votre thé froid maison, il va être vachement meilleur en fait. Parce que boire un thé chaud ou un thé froid, je trouve que c'est pas la même saveur, c'est pas la même chose, on est d'accord. Alors peut-être que certains seront pas d'accord avec moi, mais moi en tout cas je trouve que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Il faut s'y préparer un tout petit peu à l'avance, genre si vous êtes à la bourre et que vous avez des invités dans 2 heures, peut-être falloir trouver autre chose, une autre solution. Mais moi ce que je fais depuis maintenant 2-3 ans, c'est que j'ai 2 carafes, donc elles font presque 2 litres chacune, et quand j'en fais, je les fais toujours les 2, quand j'en ai une qui se termine, j'ai l'autre de secours en fait. Et du coup ça me permet de refaire la première, je switch, je prends la deuxième qui est pleine et fraîche en plus, et en fait pour me faciliter la vie, c'est que tous les soirs, je refais une carafe, et je mets infuser mon thé, ma tisane, ce que vous voulez, dans l'eau froide, je laisse toute la nuit, comme ça je suis sûre que le lendemain matin, elle est justement infusée, il y a assez de goût, je rajoute pas de sucre,
pas de miel, rien du tout, juste l'infusion à froid. Et voilà, c'était tout. Et ça, donc pourquoi je vous ai montré ceci, c'est parce que c'est ceux que j'ai fait le plus cet été après les avoir reçus. C'est pas forcément des infusions que je ferais chaudes justement, c'est pas trop mes goûts. Il y a des trucs, je peux boire froid, mais je suis pas capable de le boire chaud. Donc le secret, l'infusion à froid, les amis. Essayez, vous viendrez m'en redire des nouvelles. Après, vous pouvez très certainement faire infuser moins longtemps qu'une nuit, mais je dirais que le minimum du minimum, c'est en tout cas 3 voire 4 heures. 5 idéalement. 5 heures d'infusion à froid pour que le... En plus quand vous faites une grande carafe, moi la quantité que je mets, ça reste une boule à thé classique en fait, parce que ben, j'ai pas des boules à thé énormes, donc je fais une boule à thé normale, mais oui au niveau des quantités je fais pas, je calcule pas différemment parce que je fais pour plus. Je fais presque 2 litres, ok, mais je laisse infuser toute une nuit, donc voilà, le goût il est bien là par contre, je vous rassure, vraiment le goût il est là. Et alors la dernière chose que j'ai à vous présenter, mesdames et messieurs, c'est... Je suis super organisée, j'aurais dû le prendre déjà dans les mains, mais c'est pas grave. C'est ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là! C'est un rasoir de sûreté. Voilà, ça faisait un moment que je voulais m'en prendre un. J'attendais que mes derniers rasoirs jetables rendent l'âme. Voilà, au bout d'un moment, ça s'appelle pas rasoir jetable pour rien, faut le jeter. Hein. Vous savez que je suis dans une tendance au zéro déchet, etc., etc. Que j'essaye au maximum de faire attention à ce que j'achète. Pas pour tout, parce que je peux pas être parfaite partout, mais typiquement les choses que je peux réutiliser, j'essaye de prendre du réutilisable. Et donc là, j'ai pris ce rasoir de sûreté, je vous mettrai le lien en barre d'infos où est-ce que je l'ai pris, pour les Suisses que ça intéresse, donc moi je l'ai commandé sur un site en Suisse. J'ai donc commandé ceci, je sais plus combien je l'ai payé, mais il faut vous dire que ça va durer à vie, hein. Donc en fait on change uniquement la lame qui est à l'intérieur. Donc les lames, c'est des lames de rasoir qu'on trouve... je pense en pharmacie notamment. Moi j'en ai commandé directement avec le rasoir, comme ça j'étais sûre d'en avoir. Donc c'est tout simplement en fait le manche qu'on dévisse. La partie ici est en deux, on enlève le petit chapeau, on enlève le bas, on glisse la lame entre les deux et on ferme. Donc peut-être que vous verrez un petit peu, là en fait on voit juste la lame qui dépasse. Je vais pas passer mon doigt devant hein, parce que on va éviter de se faire bobo. Donc c'est ça en fait qu'on va passer sur la zone qu'on veut raser. Et il y a la même de l'autre côté. Une fois qu'on a fini, eh ben, on démonte le tout, enfin moi je le fais à chaque fois, je démonte le tout et je nettoie tout, je rase bien tout et je laisse sécher toutes les pièces séparément et ensuite je le remonte. Après moi typiquement, je vous en parle pourquoi, le rasoir de sûreté, je me rase toujours, oui, mais qu'une seule chose et que pendant une certaine période de l'année, mes jambes en été. Voilà, c'est tout. Le reste, j'ai arrêté en fait, voilà. Donc ça va bifurquer un petit peu vers un autre sujet, on va dire les poils. Les poils quand on est une femme, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les enlève bref, tout ça c'est un peu une question que je me suis posée il y a déjà 1 année et demie. Et à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais arrêter de me raser ou de m'épiler. Enfin, de m'épiler déjà, tout court. J'en avais marre de l'épilation. J'avais un épilateur électrique. Et en fait, moi, je m'y suis jamais faite quoi. À l'avance, je me disais, ah bah tiens, je vais aller m'épiler les jambes, et j'étais là, oh non, je vais avoir trop mal, et ça me saoulait quoi en fait, j'en avais marre d'avoir mal, juste pour plus avoir de poils sur les jambes quoi. Donc j'ai ressorti mes rasoirs jetables que j'avais laissés au fond d'un tiroir, et je les ai finis. Pour les autres parties de mon corps, j'ai décidé de plus ni les épiler, ni les raser. Les bras, alors les dessous de bras, je vous avouerai que ça fait plus d'1 année maintenant qu'ils n'ont pas été rasés ou épilés. Ce que je fais des fois quand je trouve peut-être que c'est un petit peu trop long, c'est que je coupe légèrement au ciseau. En fait, voilà, je suis dans la salle de bain et voilà, je coupe un peu au ciseau. J'ai travaillé un peu mon mental là-dessus. Est-ce que les poils ça me dérange? Est-ce que je suis dérangée de les voir sur moi? Je me suis pas posé la question pour les autres parce que honnêtement, moi je m'en fous un peu de ce que vous faites avec vos poils. Vraiment, c'est vous que ça regarde. Moi de mon côté, je me suis vraiment regardée. Et je me suis dit, commence par les bras. Chaque chose en son temps. Pourquoi j'ai décidé que je voulais plus me raser ou m'épiler? Alors, on peut trouver toute une théorie super féministe derrière, etc. Ce que je partage quand même énormément. L'image de la société, on nous a toujours montré des femmes sans poils alors qu'à la base on en a, donc pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on les enlève? Plein de généralités comme ça. On va pas forcément rentrer dans les détails parce que finalement c'est assez personnel, hein, c'est chacun ses poils. Et moi en fait mes poils de bras m'ont jamais spécialement dérangée. Je les enlevais parce que c'était habituel quoi, c'était devenu... les autres filles les enlèvent, alors moi je vais les enlever aussi quoi. Ce qui m'a vraiment dérangée, avant que ce soit juste esthétique,
c'était la repousse. Je trouve que ça gratte, c'est pas agréable. Alors je vous parle des dessous de bras, mais je vous parle pas de la vulve. Oh mon dieu. Alors déjà, j'allais pas avec un épilateur là-bas en bas, hein. Ça c'est clair que non, mais alors jamais de la vie. De la cire, de l'épilation, tout ce que tu... Jamais, non, rien, nada, que dalle. Donc bon, un petit coup de rasoir de temps en temps, mais la repousse... Je pouvais mettre des crèmes ou bien des machins et tout, moi j'ai la peau super sensible, donc non, c'était horrible. Et là du coup j'ai dit, mais en fait si c'est une souffrance déjà de les enlever pour certaines parties, et en plus c'est une souffrance quand ça repousse, non mais merde au bout d'un moment, hein, donc stop. La seule chose encore qui me dérangeait un petit peu visuellement, moi, je sais pas, quand je me mettais en jupe, quand je me mettais en robe, en short, même si mes poils sont pas foncés, j'ai des poils assez clairs, sur les jambes, non, ça me plaisait pas trop. Mais comme je vous disais, j'avais un petit problème avec la cire et avec l'épilateur électrique, c'est que ça me faisait mal quoi. Enfin, on a beau me dire qu'au bout d'un moment tu t'habitues et puis non, à force ça fait plus mal et tout. Non mais moi je trouve que ça fait mal quoi. Et voilà, je le fais l'été un peu, de temps en temps, quand je trouve que c'est nécessaire, et puis en général, quand octobre arrive, c'est fini, hein. Voilà, hop, on se dit sayonara jusqu'au mois de mai. Mais donc à la base je voulais pas forcément vous parler des poils, mais forcément que si je vous présente ça, ben on parle de poils quoi, enfin bref. Voilà. Avec ceci, du coup, il fallait aussi que je vous parle de ça. Parce que je me suis fait un petit gel d'épilation, enfin un petit gel de rasage, mieux, c'est un gel de rasage. Maison, parce que j'avais pas envie d'acheter un de ces trucs qu'on trouve dans le commerce. Donc dans le mien, que j'ai trouvé la recette tout simplement sur Pinterest. Voilà, vous tapez gel de rasage, bêtement. Souvent je trouvais des recettes pour la crème de rasage, où ils mettaient du beurre de karité, ce que je trouve très bien, mais j'en avais pas sous le coude quand j'avais besoin de le faire. Donc moi j'ai fait huile d'olive, un vieux reste de gel douche, oui parce que je n'ai plus de gel douche, là maintenant j'en ai plus du tout, là il est là dedans. Donc un vieux reste de gel douche, 5 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, c'est un antiseptique en fait, l'huile essentielle de lavande, donc quand vous faites peut-être des fois des micro-coupures en vous rasant, ben hop, c'est désinfectant quoi en fait, il me semble. Je crois que je dis pas de bêtises, bref. Et pour que ça rende le truc un tout petit peu plus gel encore, j'ai rajouté un peu de maïzena dedans, voilà. Donc je l'ai testé la semaine passée, et ça marche vraiment super bien, voilà. Après bien sûr, comme chaque truc, hein, on est avec n'importe quoi, enfin qu'importe la façon dont vous enlevez vos poils, après on hydrate quoi, ça n'enlève rien, hein. Que vous utilisiez ça, un rasoir jetable, un épilateur, de la cire, que sais-je. Il faut y aller lentement, il faut y aller doucement, on prend, enfin voilà, c'est pas genre tchic 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 vite vite sous la douche, moi je prends vraiment mon temps, je le fais doucement, au début je le faisais trop vite, et en effet je me suis retrouvée avec des petites coupures sur les jambes, c'est pas très joli, mais voilà, tu apprends, c'est pas grave. Et là je vais le ranger en fait, hein. Voilà, parce que je ne vais plus en avoir besoin avant l'année prochaine, mais du coup, ça va me durer très très longtemps. Et la lame, normalement, à l'intérieur, on la change au bout de 10 fois. On peut l'utiliser 10 fois, et au bout de 10, on la recycle. Donc moi, je les mets dans mes vieilles lames, je les mets dans un pot, un vieux pot de confiture, que je garde au fond d'un placard, en hauteur, si vous avez des enfants, quand même, ça coupe encore. Et quand il sera plein, j'irai le déposer à un centre de recyclage. Je pense que je peux les apporter à la déchetterie pour qu'ils les recyclent correctement en fait. Voilà. J'hésitais trop à vous présenter ça quand même, hein, parce que je sais que les poils ça fait débat. Hein. Mais alors ça sert à rien de venir faire débat là-dessous sous ma vidéo par contre. Parce que moi je suis très heureuse avec mes poils. Je sais que ça peut paraître bizarre, que c'est bizarre, elle s'épile pas sous les bras, mais par contre elle enlève les poils des jambes. Mais alors, je vous assure, c'est le meilleur combo que j'ai trouvé. Jambes non, le reste oui. Cette vidéo est beaucoup trop longue, je suis d'accord avec vous. C'est pas grave, on va y arriver. Pour le sujet de fin, ça va être un peu long je pense. Donc si vous avez envie d'arrêter la vidéo ici, libre à vous, les renardises sont plus ou moins terminées on va dire. Maintenant j'ai envie d'aborder le sujet de discussion que j'aborde en général à la fin. À la base j'en avais noté un que je voulais aborder avec vous aujourd'hui et je pense qu'on a été un peu connectés parce qu'il y a quelques jours je vous ai posé la question sur Instagram, enfin posé la question, je vous ai demandé de me faire vos suggestions de sujets de discussion et les 3/4 je pense des messages ont été la confiance en soi, le regard des autres, s'accepter tel que l'on est. Ça a défilé comme ça, j'ai fait on est connectés en fait, c'est exactement le sujet que j'avais noté pour aujourd'hui.
Voilà. Il y a d'autres sujets bien sûr qui ont été proposés et il y en a certains je pense que je vais aborder dans les futures renardises. Mais là alors la confiance en soi c'est celui qui a fait pif, qui a popé comme ça tout de suite, donc je dis bon bah voilà, on va faire ce qui était prévu. Comme d'hab, je peux pas me baser sur autre chose que ma propre expérience, hein, bien sûr que donc dans tous les autres sujets que j'ai abordés en fin de vidéo des renardises, c'est ça. Je vous ai déjà parlé de la rupture amicale, de la phobie scolaire, je vous ai parlé de mes tatouages, enfin etc. Donc bref, je vous listerai, je pense, tous les rendez-vous des renardises avec à chaque fois le nom du sujet qu'il y avait à la fin. Comme ça, si ça vous intéresse d'aller les voir, n'hésitez pas. Donc c'est drôle parce que la confiance en soi, pour moi, elle va faire un petit peu partie de tout ça en fait. Elle va faire écho à un peu tous les sujets que j'ai pu aborder précédemment dans les autres vidéos renardises. Je vais me baser donc sur la confiance en moi, parce que je peux parler que pour moi. Je suis une personne déjà avant tout qui est très sensible, qui est hypersensible, donc vraiment le terme hypersensible. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 2-3 ans peut-être que je suis plus ou moins au courant et que je me suis rendu compte de ça. J'en parlerai peut-être volontiers dans une prochaine vidéo des renardises de l'hypersensibilité, ça pourrait être intéressant, mais je pense qu'on va déjà pas mal le voir ici, sans forcément que je le nomme à chaque fois, dans la confiance en soi, donc dans la confiance en moi. Avec ce caractère hypersensible, c'est ajouté une forte dose de non-confiance en moi, parce que je suis très timide, parce que j'ai de la peine à aller vers les gens, j'ai de la peine à dire ce que je pense, j'ai de la peine à m'imposer, je veux faire de mal à personne, quoi d'autre, j'ai très peu confiance en ce que je dis quand j'ai l'occasion de le dire. Je perds facilement mes moyens, qu'on peut très facilement m'attaquer sur plein de sujets en fait, parce que quand j'ai quelqu'un de très fort en face, qui a énormément confiance, ma propre confiance va complètement s'éclater au sol et on pourrait me faire à peu près gober n'importe quoi et me faire croire que ce que moi je dis est faux et ce que l'autre dit est vrai. Je peux être un peu naïve et je peux être un peu justement influençable sur certaines choses, je pense. Et puis il y a eu différents événements dans ma vie qui ont fait que la confiance n'est simplement pas venue, n'a pas grandi. Pourtant, j'ai eu un cocon familial idéal, je suis très proche de mes parents, on est vraiment très fusionnels tous les trois, on a une super entente, je me suis toujours sentie bien chez moi et justement en confiance chez moi, sauf que cette fameuse confiance que j'avais à la maison disparaissait littéralement quand je sortais de chez moi, voilà. Bah il y a eu ma phobie scolaire qui forcément n'a pas aidé, dernièrement il y a eu une rupture amicale qui n'a pas aidé, et avant ça il y en a eu d'autres hein, qui ont un petit peu enfoncé cette confiance et qui lui ont dit non, arrête, reviens pas maintenant. Que des choses comme ça. Ce que je peux vous dire, et je dis pas que c'est des recettes magiques pour tout le monde, c'est ce qui moi personnellement m'a permis de prendre confiance en moi, et une des premières choses qui m'a énormément aidée, et qui pourtant n'est pas la plus simple de la liste, c'était de commencer les vidéos, faire des vidéos sur YouTube. Je sais pas ce qui s'est passé le jour où j'ai mis ma première vidéo en ligne, j'ai dû avoir une montée de courage qui est venue de je sais pas où, à mon avis parce que j'étais à ce moment-là dans ma vie, je me sentais très seule. J'étais dans une ville que je connaissais pas, j'avais mon premier boulot après l'obtention de mon diplôme de libraire et j'ai déménagé à 2 heures de chez mes parents, à 2 heures de ma ville que je connaissais depuis toujours avec mes amis, ma famille, pour aller m'enterrer là-bas pour un job à temps plein qui allait me demander beaucoup d'efforts de ma part parce que c'était mon premier contrat et en plus j'étais dans une ville qui est assez renfermée sur elle-même et du coup c'était très dur de me faire des nouveaux amis. Je me suis fait un ami en une année et c'était le neveu de ma patronne. Voilà, faut vous dire que c'était pas non plus un gars rencontré par hasard quoi. À cette époque-là je sortais avec quelqu'un mais cette personne était aussi très solitaire, avait très peu d'amis donc c'était difficile de me présenter des gens, pourtant on était dans sa ville mais lui-même en fait était pas forcément quelqu'un qui sortait beaucoup et qui avait beaucoup d'amis, du coup ben voilà ça c'était encore plus restreint. Et quand j'étais chez moi, j'étais souvent seule parce que lui vivait encore chez ses parents, il avait repris ses études, donc il venait chez moi de temps en temps, mais c'était pas non plus... il vivait pas avec moi, quoi, par exemple. Donc je pense que ce jour-là, le jour où j'ai mis ma première vidéo en ligne, je sais pas, je devais me sentir terriblement seule. Ce qui a dû me motiver plus que le reste, c'est d'avoir été voir les commentaires que d'autres vidéastes littéraires pouvaient avoir sous leurs vidéos. Je trouvais que c'était une communauté, et je pense qu'elle l'est encore, je trouvais que les gens étaient super bienveillants dans les commentaires en fait. Elles avaient toutes beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de soutien, il y avait des véritables échanges, des conversations en fait qui se créaient dans les commentaires et ça m'a vendu du rêve. J'ai vu ça, j'ai dit oh, je veux trop vivre la même chose en fait. Et du coup quand j'ai posté ma première vidéo, qu'est-ce qui se passe au moment du montage ?
eh ben il faut se regarder, il faut s'écouter, on va se juger forcément parce qu'on se voit et on se dit oh purée, non mais là t'aurais pu faire un effort, oh, puis tu pourrais pas arrêter de dire ça tout le temps, genre c'est quoi, c'est un tic de langage? Et puis là, pourquoi tu fais ça tout le temps avec tes cheveux, et avec ta bouche, et avec tes mains, et avec tes yeux, enfin bref, tu revois en fait tout ce que t'aimes pas chez toi. Tu le vois en puissance 1000 parce que t'as rarement l'occasion de te voir comme ça en fait, de te voir en face caméra toi-même. Je suis déjà quelqu'un de base qui ne s'appréciait pas énormément physiquement. Voilà, je me suis toujours trouvée un peu quelconque, j'ai toujours eu l'habitude que les garçons, à l'époque où ça me taraudait énormément, s'intéressent plutôt à mes copines plutôt qu'à moi. Et mine de rien, à l'adolescence, ça peut sembler un peu futile aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était un truc qui me travaillait l'esprit énormément. Je me disais, mais je suis pas assez jolie, je suis pas assez intéressante, bref, des vertes et des pas mûres, quoi. Et le fait de se voir en vidéo, ben voilà, maintenant on voit vraiment qui on est et on se regarde, on est tout seul chez soi quand on se filme, ou enfin presque, et après on va se revoir. Et ça a été un premier travail, c'est un travail sur soi. J'ai décidé en fait de me donner la chance de passer à travers ça et de pas dire genre non c'est trop horrible, je peux pas mettre ça en ligne, je peux pas. Et je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je pense que c'était déjà un premier pas vers la confiance en soi, c'était de se dire maintenant vas-y, fais un truc pour que ça aille mieux, fais un truc pour combattre ta timidité parce que si tu la combats pas, elle va finir par te bouffer et tu vas mal le vivre et ça va être chiant quoi. Donc motive-toi et fais-le. Et j'ai bien fait de m'écouter ce jour-là, je pense, parce que du coup ça m'a vraiment beaucoup aidée. À force en fait de faire des vidéos, et je pense qu'on peut le faire même sans forcément au début les mettre en ligne, à force de faire des vidéos, de se reprendre, de se filmer, de monter, de couper les petits bouts qui vont pas, de remettre les trucs qui vont, de voir peut-être des fois aussi nos petits trucs. Des fois c'est des choses qui vont nous déranger au début, on va dire oh purée mais je suis vraiment comme ça, puis c'est vraiment ma voix. Et au final, plus on va faire l'exercice, plus on va se filmer, plus on va se revoir après au montage, et plus on va commencer à s'apprécier. C'est pas narcissique du tout ce que je veux dire, ou peut-être un petit peu, j'en sais rien, mais moi, avec le temps, j'ai pris de plus en plus plaisir, peut-être pas, mais l'habitude de me voir, et je me dérangeais plus. J'avais aucun problème à me revoir. Voilà, c'était normal quoi en fait, c'était moi quoi en fait, et c'est juste qu'avant ça, j'avais jamais vraiment eu l'occasion de me voir comme ça, sous cet angle là en fait. Bien sûr la seconde chose qui a fait énormément pour la confiance, c'est de recevoir les premiers commentaires et de voir que en fait la façon dont on parle, dont on présente les livres, tout en fait, n'importe quoi, qu'il y a des gens dans le monde qui apprécient ça. Ils te connaissent pas, ils savent pas vraiment qui t'es au fond, mais l'aspect que tu leur donnes, ce que tu leur donnes là, ils l'apprécient. Et ça, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je pense que ce genre de choses, ce genre de commentaires-là, ça arrive aussi avec le temps où on a déjà commencé au fond de nous à s'accepter tel que l'on est. On a déjà commencé à faire un premier travail, et ça c'est typiquement ce que je disais avant avec la vidéo, même sans la mettre en ligne, c'est déjà se voir soi-même, s'accepter soi-même. Du moment qu'on a commencé à accepter ça, le montrer aux autres, ça devient plus facile. Et quand on commence à être sincère avec soi-même et qu'on montre cette sincérité aux gens, je pense que les gens le perçoivent et préfèrent en fait cet aspect-là de nous. Pendant super longtemps, j'ai joué un rôle avant les vidéos, mais j'étais vraiment enfant et ado. Je me calquais énormément sur les personnalités des gens que je croisais. Tout d'un coup, je voyais une fille, elle me plaisait bien, je la trouvais jolie, je la trouvais intéressante, comme elle parlait, ça me plaisait. J'avais envie d'être comme elle. Et du coup, j'essayais de faire tout en sorte pour être comme elle. Pas forcément physiquement, mais dans les gestes, dans le comportement, dans le langage, dans le vocabulaire, etc. J'essayais de lui ressembler. Et tac, dès que je la voyais plus trop souvent, puis que je rencontrais quelqu'un d'autre, je reprenais ses traits de caractère en fait. Et j'ai trouvé que c'était très perturbant en fait comme façon de faire. C'est non, sois toi avant tout. Et quand j'ai commencé à le faire, c'est là que je me suis rendu compte que les gens venaient. Avant ça, ils venaient pas trop parce que je pense qu'ils me trouvaient pas spécialement intéressante vu que c'était pas moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça a été aussi un énorme plus dans ma vie en fait. Ça a été d'apprendre à me connaître. Et au moment où j'ai commencé à me connaître, j'ai enfin pu me montrer telle que j'étais aux autres. Et là j'ai compris que les gens, en fait, probablement ils m'aimaient bien comme ça.
Après je vais sortir quelque chose encore une fois qui peut paraître un petit peu cliché, mais j'ai trouvé la personne qui, pour partager ma vie, qui me ressemblait le plus et avec laquelle je pouvais justement être vraiment moi. On n'a pas forcément besoin de trouver quelqu'un pour partager sa vie, pour avoir confiance en soi et puis pour être soi-même, mais moi en tout cas, au fond de moi, je savais qu'il me fallait quelqu'un comme ça. Parce que c'est mon caractère et c'est ma personnalité et que je le ressentais comme ça. Tous les deux, on est des personnes très solitaires à la base, on n'a pas besoin de s'entourer de beaucoup de gens. On a très peu d'amis d'ailleurs, mais on a des bons amis. Et en fait, ce qu'on a apprécié tout de suite l'un envers l'autre, c'est notre sincérité et c'est le fait qu'on ait été amis avant. On n'est pas sortis ensemble tout de suite, on n'a pas été un couple, on a d'abord été des amis et on s'est vus dans toutes les situations possibles et imaginables. De pouvoir être vraiment mais brut quoi en fait, on pouvait être chacun de notre côté vraiment celui qu'on était, sans avoir besoin de prendre des gants et des pincettes pour dire des choses, pour voilà, peut-être que je vais le vexer, ou peut-être que machin, ou truc. Non, on s'en foutait quoi en fait. Et du coup, ça a permis au couple d'être vachement plus sain après. Je pense qu'il y a des couples qui se mettent ensemble de façon différente et que ça se passe très très bien aussi, et que la sincérité elle vient d'une autre façon. Nous en tout cas ça s'est déclaré comme ça. Et là, j'ai regagné un cran en fait, j'ai level up un peu, tu vois, j'ai fait une mise à jour de moi-même et j'ai encore regagné confiance en moi. Parce que je savais que la personne qui était avec moi à la maison, elle me voyait en fait, elle me voyait vraiment telle que j'étais et que j'avais rien besoin de jouer, j'avais rien besoin de faire semblant, j'avais pas besoin de faire semblant d'aimer un truc pour qu'il me trouve intéressante ou que sais-je, parce que alors ça, combien de fois je l'ai fait ça. Oh, tu connais ce groupe? Mais bien sûr. Pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, mais visiblement toi tu aimes, donc je vais faire genre je connais. Oh là là. Mais voilà, mais on est aussi des fois obligé de passer par ça pour se dire oh, ça, plus jamais. et moi en fait c'est à travers ça que je me suis vraiment découverte. Et puis la dernière chose, ça fait totalement écho au reste, moi je suis devenue maman. Et je savais au fond de moi que en devenant maman, moi j'allais gagner encore plus confiance. Parce que t'as plus le choix là. Il y a un petit être humain qui a besoin de toi pour vivre et qui peut absolument rien faire sans toi. Donc il va falloir prendre sur toi et te pulser, comment dire, ouais, essayer de te dépasser en fait pour toi, ok, mais surtout pour elle, parce que elle peut pas encore, elle est trop petite, et toi tu peux par contre. Ça a été mon dernier rempart en fait. Là le dernier rempart il a cédé, il reste encore quelques digues au loin, je le sens, hein. Des fois il y a des trucs qui font que ça me fout à terre, et que je perds toute confiance en moi, et que je suis pas bien, et que je suis angoissée, et que je sais que je suis encore comme ça, je sais que je suis hypersensible, mais ça aussi j'ai appris en fait à vivre avec. Et on construit petit à petit des choses comme ça. J'ai appris à construire une carapace pour quand j'en ai besoin, pour quand j'ai besoin de l'enfiler, mais je sais aussi quand est-ce que je peux la lâcher, quand est-ce que je peux l'enlever et rester à fleur de peau sans forcément devoir me protéger, parce que c'est des gens avec qui j'ai pas besoin par exemple. Mais je pense que l'entourage fait beaucoup, que ce soit pour le couple ou pas le couple, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Je pense qu'on s'entoure de personnes qui nous... Voilà, que nous en retour on va soutenir et que eux vont nous soutenir aussi. Et ça pour moi ça a été vraiment très important. Et pour ce qui est de l'acceptation de soi physique, donc moi je suis passée par la vidéo donc ça aide quand même beaucoup, le fait de se revoir en face caméra et tout, mais il y a aussi tout le reste du corps, hein. Moi je montre principalement que mon visage. Tout le reste du corps, là la maternité a énormément joué, parce que tu vois quand même ton corps évoluer en 9 mois top chrono, c'est super court. Donc là aussi c'était un challenge pour moi, c'était de me mettre une fois par semaine, ça a été d'abord comme ça, une fois par semaine, devant le miroir, toute nue, pour voir. Pour regarder en fait, pour étudier un peu ça en fait. Je sais que des fois on a tendance à pas vouloir se voir nous-mêmes nus, parce que on se dit ah non, ça va pas, si, et ça et ça et ça. Mais honnêtement c'est ce qui moi m'a aidé. J'ai profité de ma grossesse parce que je voulais voir l'évolution de mon corps à ce moment-là, et en même temps j'ai appris à me découvrir. J'ai regardé des endroits que j'avais jamais regardés avant, je me suis vraiment étudiée sous le plus d'angles que je pouvais à ma manière, et le fait de voir ça, de voir cette évolution, de me redécouvrir, ça m'a vraiment aidée à m'accepter physiquement. Et j'étais pas gênée de ça en fait, j'étais pas gênée de me trouver jolie, j'étais pas gênée de me dire oui, il y a des photos que j'aime bien de moi et il y a des photos que j'aime pas de moi, parce que voilà, il y a des vidéos sur lesquelles je me trouve très jolie, il y a des vidéos sur lesquelles je me dis mais pourquoi tu l'as postée, t'es pas belle dessus, pourquoi t'as posté ça? Et
En fait, c'est de voir tous ces aspects de soi-même, de vraiment tous les rassembler et de se dire que qu'importe le physique qu'on a, parce que nous-mêmes en tant que personnes, à travers les années et même à travers une semaine, on a plusieurs physiques différents, on a plusieurs aspects différents, looks différents, tout ce que tu veux, cheveux attachés, cheveux détachés, cheveux courts, cheveux longs, les lunettes, bref, tellement de choses différentes. J'ai enfin pu tout rassembler pour me dire, ouais en fait, non, franchement, depuis toutes ces années, en fait, je m'appréciais pas spécialement, alors que, qu'est-ce qu'il y a au final? Oui, tu sais quoi, moi, non, j'aime pas mes bras. Mes bras, je les trouve terriblement maigres, enfin voilà. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Et puis, le monde va pas s'arrêter de tourner parce que t'as des bras trop maigres, quoi. Donc, bref. Ça a été un travail, c'est un travail, mais encore comme je disais avant, je pense que l'entourage fait vraiment beaucoup. Et pour se construire un bon entourage, pour avoir de belles personnes autour de nous, ça passe par nous. Les gens viennent pas automatiquement vers nous. Pas pour tout le monde en tout cas, hein. Moi les gens ils venaient pas automatiquement vers moi. Des fois il faut faire l'effort d'aller vers eux pour voir si... Des fois ça va pas le faire parce que finalement c'est des personnes qui nous correspondent pas alors qu'on pensait que oui. Et des fois non, tant pis, c'est pas grave. On laisse les chemins se séparer et puis on va vers quelqu'un d'autre et peut-être que là on se rend compte que oui, on peut se dire qu'à la base pas du tout. Et puis au final en apprenant à connaître la personne, si, en fait finalement ça matche plutôt bien. C'est prendre son temps aussi, c'est prendre son temps, mais il faut pas imaginer que tout va se résoudre tout seul. Il va falloir donner un petit peu de sa personne. Et des fois on doit donner plus que ce qu'on pense, plus que ce qu'on aimerait, parce que on se dit mais purée, pourquoi moi je dois donner tout ça, puis l'autre il fait presque rien, et puis t'as vu tout ce qu'il a, super, on sait pas. Peut-être que cette personne elle doit se lever tous les matins et puis se foutre un sacré coup de pied pour pouvoir faire quelque chose, mais elle le montre peut-être juste pas en fait, c'est ça. Et quelqu'un m'a sorti dans les suggestions Instagram, quelqu'un m'a dit que je donnais cette vision de la personne qui est très sûre d'elle, qui a l'air très zen, qui a l'air bien en fait dans sa vie, et je pense que le mot juste c'est bien dans sa vie, je le suis, mais des fois non, enfin des fois je suis pas zen, très souvent même je suis pas zen, des fois je suis angoissée, des fois je suis en colère, des fois je lâche pas prise quand il faut, des fois le lâcher prise, non, j'arrive pas, on n'est pas parfait, franchement on se ferait chier si on était parfait, non? Donc voilà les petites astuces, ou en tout cas le parcours que moi je peux vous révéler par rapport à moi, de comment moi j'ai réussi à gagner un peu confiance en moi. Et comme je disais avant, c'est pas gagné tout le temps, il y a des jours où j'ai moins confiance en moi, il y a des jours où j'ai plus confiance en moi, mais pour être quelqu'un qui de base avait vraiment très très peu confiance en elle, aujourd'hui je vais quand même beaucoup mieux. Et même en tant qu'hypersensible, je suis quand même une personne qui a réussi à gagner confiance. Voilà. Il y a encore plein d'autres choses que je dois travailler, mais ça viendra. Chaque chose en son temps. Faut pas être pressé en fait, c'est juste ça. Donc si vous êtes dans ce cas-là, encore une fois, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Mon mail est ouvert si vous avez envie de m'écrire, si vous avez envie de, vider votre sac, quoi. Des fois ça fait juste du bien de vider son sac. N'hésitez pas, mes mails sont là, mes messages privés sur Instagram, n'hésitez pas aussi à venir m'écrire. Quand j'ai l'occasion, quand je peux, et j'ai souvent le temps et j'essaye vraiment de le prendre, je vous réponds. Et ça me fait plaisir de vous répondre et ça me fait plaisir de discuter avec vous. Et si mon expérience peut peut-être, vous aider à y voir plus clair, pourquoi pas. Moi, l'expérience des autres m'a aidée, donc si la mienne peut aider, je suis aussi là pour ça. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je sens que ça va être génial à monter. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.